Bon, c'est un plaisir pour moi d'intervenir dans ce manège prestigieux. Donc le but de l'après-midi, c'est d'essayer d'expliquer comment un cheval fonctionne. La façon dont un cheval fonctionne est assez complexe, mais on va essayer de rester simple. Pour savoir comment ça fonctionne, il faut savoir comment c'est fait. Donc la première étape, c'est l'anatomie. Si vous voulez que je vous explique le jeu des muscles, des ligaments et de la coordination musculaire, il faut forcément connaître les muscles. Et c'est la première étape. Donc j'ai représenté sur le cheval, Sinatra, n'est-ce pas, des groupes musculaires. Il n'y a pas tous les muscles. Sur un cheval, il y a 250 muscles. Donc là, j'en ai représenté une bonne vingtaine, 20 à 30. Donc il a fallu faire une sélection des muscles les plus remarquables. Bon, commençons à la base. Je vais commencer par le membre antérieur. Alors, comme tout le monde le sait, cet os-là, c'est la scapula. Ici, c'est l'humérus, radius ulna. Ensuite, c'est le carpe et le pisiforme. Métacarpe, première phalange. Je ne vais pas représenter les autres parce qu'il y a des balsanes. Donc, sur le membre antérieur, vous voyez qu'il y a des articulations. Évidemment, l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude, le carpe. Et tout l'objectif des muscles, c'est de bouger les articulations. Chez le cheval, du fait de la spécialisation à la course qui s'est faite pendant 50 millions d'années, les déplacements se font surtout dans le sens longitudinal. Le cheval, il peut faire des déplacements latéraux, mais il a été sélectionné, c'est une proie, sélectionné pour aller vite, en ligne droite, et longtemps. Vite et longtemps. Et alors, qu'est-ce qui permet au cheval de bouger ses articulations ? C'est des muscles, les muscles de l'épaule. Alors, j'ai représenté ici, en muscle de l'épaule, que ce muscle-là, qui est le muscle supraépineux. Oui, ça, c'est l'épine de la scapula. Ça, c'est le muscle supraépineux. On va voir qu'il a un rôle essentiel dans la protraction et dans l'amortissement. Derrière, j'ai représenté ensuite, des muscles du bras. Des muscles du bras. L'épaule, le bras, c'est comme chez nous. Après, c'est le coude. Muscle du bras. J'ai représenté un fléchisseur. C'est curieux, je l'ai mis en vert. J'ai eu l'habitude d'utiliser le vert, comme c'est le cas en anatomie, pour les ligaments. Ce muscle en vert, là, c'est le biceps. Et dans le biceps du cheval, il y a principalement des tendons. Il y a très peu de corps musculaire. Donc chez nous, c'est un muscle essentiellement contractile. Chez le cheval, il a un rôle essentiel dans la stabilité de l'épaule. Oui, là, le cheval, il est à l'arrêt. Comme le biceps, il s'insère ici, et qu'en ce moment, le point fixe du cheval, c'est le pied, comme il s'insère ici, il empêche la flexion de l'épaule. Vous comprenez ça ? Il empêche la flexion de l'épaule sans que le cheval ait à contracter les muscles. C'est ce qui permet au cheval de rester debout longtemps. Vous savez, les chevaux dorment debout. Le biceps, c'est un élément chez le cheval, principalement tendineux, qui permet au cheval d'économiser la contraction musculaire pour rester debout. Incroyable. Et on va voir d'autres exemples à ça. Donc ça, c'est un muscle fléchisseur du coude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce membre thoracique, contrairement au membre pelvien, est solidaire du thorax uniquement avec des muscles. Alors, vous savez combien il y a de vertèbres thoraciques sur un cheval ? Ici, j'ai représenté 7 vertèbres cervicales, mais je n'allais pas m'amuser à faire 18 vertèbres thoraciques, quand même. Donc, j'en ai représenté un petit nombre. Donc, n'allez pas dire sur les réseaux sociaux que je ne connais pas l'anatomie. Il y a bien 18 vertèbres thoraciques sur un cheval. D'accord ? Et là, j'ai représenté 3 vertèbres lombaires. C'est pareil, c'est pour simplifier, pour pas peindre le cheval partout. Parce que si on le peint partout, après, c'est plus dur à nettoyer après. Donc j'ai représenté que 3 vertèbres lombaires, alors qu'il y en a combien ? 6 chez le cheval. Il y a 5 vertèbres sacrales, comme vous le savez. Bon. Cet iliopsoas, il va s'insérer sur les derniers, sous les dernières vertèbres thoraciques. On ne le voit pas sur un cheval vivant, et c'est un problème, parce que c'est le muscle le plus efficace de l'engagement. Parce que l'iliopsoas, il s'insère où ? Il s'insère sur le petit trochanter ici. Et quand il se contracte, contraction concentrique, il fait avancer le fémur. C'est le muscle le plus efficace de l'engagement. Et il ne se voit pas sur le cheval. C'est terrible.
On a vu les muscles du bassin, comment ce fessier moyen étend la hanche et comment celui-là fléchit la hanche. Donc des muscles très importants sur le plan athlétique. Muscles de la cuisse maintenant. Là, j'en ai représenté que 2 loges. Les muscles fémoro-crâniaux et les muscles fémoro-caudaux. Voilà. Fémoro-crâniaux, ça c'est le quadriceps. Vous le connaissez, le quadriceps? C'est celui qui est ici, qui s'attache sur la rotule. Agent, on va le voir, efficace de l'extension du grasset. Le quadriceps, c'est l'extension du grasset. Et ici, c'est le tenseur du fascia lata qu'on voit très bien à l'examen physique, le tenseur du fascia lata, qui va aussi contribuer à fléchir la hanche. Le tenseur du fascia lata, on va le voir quand le cheval va bouger, il va initialiser la flexion de la hanche. Donc, tenseur du fascia lata, quadriceps fémoral, muscles fémoro-caudaux. Alors, bon, ils sont assez bien connus. Le semi-tendineux, vous avez déjà entendu parler du semi-tendineux? La particularité des fémoro-caudaux chez le cheval, contrairement au chien ou à la vache, c'est qu'ils ne s'insèrent pas sur la tubérosité sciatique seulement, c'est qu'ils vont remonter sur le sacrum. Incroyable, incroyable. Et ça sert à quoi de remonter sur le sacrum? Ça sert à avoir des fibres musculaires plus longues. Vous comprenez? Ils vont remonter là-haut. Et ça sert à quoi des fibres musculaires longues? Ça augmente l'amplitude de contraction. Donc vous voyez comment le cheval est spécialisé en locomotion dans toute son anatomie. Et puis on pourrait parler des tendons dans un instant. Oui, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Donc ça, c'est les muscles fémoro-caudaux. Semi-tendineux, extrêmement long. Vous voyez ça, un corps musculaire extrêmement long. Il a un rôle assez compliqué, le semi-tendineux. Parce que les anatomistes nous disent, les anatomistes qui voient des pièces de dissection sur une table, sur un membre isolé, ils vont nous dire, quand il se contracte, il fléchit le grasset. Non, 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 non. Pas seulement. Il fléchit le grasset au cours de la phase de soutien, c'est-à-dire quand le membre ne touche pas le sol. Mais quand le membre est à l'appui, quand le cheval est en locomotion, le semi-tendineux, il va tirer le grasset vers l'arrière. Donc, quand il tire le grasset vers l'arrière, il est extenseur du grasset. Donc, il est synergique du quadriceps fémoral. Vous voyez, anatomiquement, le quadriceps, il est extenseur du grasset, le semi-tendineux, il est fléchisseur. On dit que c'est des antagonistes. Pas du tout. Quand le cheval est en locomotion, ils sont synergiques. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble pour provoquer l'extension du grasset. Le quadriceps et le semi-tendineux. Il y a un muscle ici qui est très particulier, qui est un muscle français. C'est le glutéofémoral. Parce que les Anglais, ils disent que c'est le biceps fémoral. C'est pas vrai. Le biceps, il est là. On voit un chef et un chef, un deuxième chef. Oui. Donc ça, c'est le biceps. Je ne vais pas représenter. Et là, il y a un muscle très particulier qui va s'insérer sur la rotule. Là, sur la rotule. C'est le glutéofémoral. Et ce glutéofémoral, il sert, d'abord, il est synergique des autres, mais il sert surtout à éviter, quand il tire la rotule latéralement. Vous comprenez ça? Quand il tire la rotule latéralement. Et ce faisant, il évite l'accrochement de la rotule. Vous savez que quand un cheval se repose sous un pommier, il accroche sa rotule d'un postérieur, l'autre postérieur est fléchi. Et il peut rester comme ça des heures, sans fatigue, grâce à l'accrochement de la rotule. Oui, mais si le cheval accroche sa rotule alors qu'il est au galop, il y a comme un défaut. Ça ne va pas fonctionner. Le membre va rester en extension. Donc, ce muscle-là, il permet d'éviter l'accrochement de la rotule quand le cheval est aux allures ou travaille. Donc ça, c'est la corde fémoro-métatarsienne qui est complètement inextensible. Et on va voir tout de suite là que le grasset, je ne peux pas fléchir le grasset sans fléchir le jarret. Et je ne peux pas étendre le grasset sans étendre le jarret. Parce que ces deux articulations sont solidarisées par la corde fémoro-métatarsienne et le gastrocnémien et un autre muscle, le fléchisseur superficiel. Donc ces deux muscles-là, vous voyez, ces deux muscles-là opposés, antagonistes, ils s'insèrent tous les deux sur le fémur et ils se terminent tous les deux sur le tarse et le métatarse. Conclusion, si je cherche à fléchir le membre, vous voyez, à fléchir le jarret. Allez, viens-moi, allez, sois gentil. Voilà, flexion du grasset, flexion du jarret. Automatique. Et dans l'extension, c'est la même chose. Et on va voir dans les allures, c'est la même chose. Bon, j'ai bientôt fini l'anatomie. Je n'ai pas parlé de la musculature axiale.
La musculature axiale, c'est la musculature de l'encolure et du dos, thoracolombaire. Hein, dans la musculature axiale, vous savez, il y a des muscles extenseurs, il y a des muscles fléchisseurs. Bon, ça c'est facile, mais après ça, il va falloir observer comment ça fonctionne. Dans les muscles extenseurs du cou, j'en ai représenté 2, mais il y en a d'autres que je n'ai pas pu représenter. C'est les muscles splenius, semi-épineux, etc. Je vous ai représenté néanmoins ici le ligament nucal. Le ligament nucal, qui est une grosse corde, pas un cordon, pas une ficelle, une grosse corde, qui fait 3 cm de diamètre, donc une grosse corde, qui est complètement élastique. C'est fait d'un tissu collagénique élastique. Donc cette corde du ligament nucal, elle commence au niveau du garrot, elle se prolonge par le ligament supraépineux, ça c'est facile, ligament supraépineux, elle commence au niveau du garrot, elle se termine au niveau de la tête. À quoi sert-elle? La corde du ligament nucal qui est si grosse, elle sert à maintenir la tête à l'horizontale comme l'est ce cheval-là, sur le cheval debout. Encore une fois, c'est une adaptation d'une proie à la fuite rapide quand il se fait attaquer. Donc le cheval, c'est une autre adaptation au fait que le cheval peut dormir debout sans avoir, oui, il dort là, sans avoir à contracter ses muscles cervicaux. Il peut maintenir sa tête en position normale sans avoir à contracter ses muscles cervico-dorsaux. Parce qu'on comprend bien que les muscles cervico-dorsaux, ils servent à relever l'encolure. Un cheval, il est comme ça. Les muscles cervico-ventraux, ils servent à fléchir l'encolure. Dans les muscles cervico-ventraux, je vous en ai représenté un ici, qui est bien connu, c'est le brachiocéphalique. Brachiocéphalique, incroyable. Vous voyez ce muscle-là? Il fait 1,20 m sur le cheval. Et encore, on peut l'allonger, il peut faire plus. Un brachiocéphalique, qui en fait est la fusion de 2 autres muscles chez l'homme. Il est associé à notre muscle. Donc ce brachiocéphalique, s'il se contracte, le cheval baisse l'encolure. Si on contracte les muscles cervico-dorsaux, il lève l'encolure. Le ligament nucal, ici, est formé non seulement de la corde, mais de la lame du ligament nucal. Ça, c'est important, parce que la lame aussi, qui s'insère ici, elle contribue à maintenir la tête. Et vous voyez, la différence, on va le voir plus tard, c'est que quand on va demander au cheval d'abaisser l'encolure, il y a 2 façons d'abaisser l'encolure. Si on abaisse l'encolure avec le bout du nez en avant, on va tendre la lame du ligament nucal. Si on abaisse l'encolure avec un placé, on va tendre la lame et la corde. Vous comprenez? On va jouer sur les 2. Et en quoi c'est intéressant, cet exercice-là? En quoi c'est intéressant? C'est que si le cheval abaisse l'encolure, on va le voir, si le cheval abaisse l'encolure, tout le monde comprend que ça tend le ligament nucal, la corde et la lame. Et donc, comme ce ligament s'insère sur les processus épineux, les apophyses épineuses que tout le monde connaît, là je ne les ai pas tous représentés, je vous ai expliqué pourquoi, comme ça tire les apophyses épineuses vers l'avant, ça écarte les apophyses épineuses. Donc les chevaux qui ont des problèmes de conflit de processus épineux, c'est très bon. En règle générale, d'ailleurs, pour tout problème dorsaux chez le cheval, pour tout problème dorsal chez le cheval, on va voir que l'abaissement de l'encolure, tirant le garrot vers l'avant, parce que ça se mesure, moi j'ai mesuré ça en 1985, donc il y a un peu de temps. Je peux vous dire que quand on abaisse l'encolure, on écarte les épineuses, on diminue la pression entre les épineuses. Et non seulement on fait basculer les épineuses vers l'avant, mais on étend les muscles du dos, parce que si les épineuses basculent vers l'avant, ça tire cet énorme muscle-là, qui est le muscle erector spinae, dont le représentant le plus volumineux est le longissimus. Donc on voit que, vous voyez, des oreilles jusqu'au sacrum, les régions axiales sont solidaires. Si on intervient sur l'encolure, on va jouer sur le dos, et réciproquement. Et c'est très intéressant parce que en gymnastique sportive, évidemment, on peut trouver des exercices kinésithérapiques chez le cheval pour traiter des dorsalgies chez le cheval autrement que par des infiltrations. Donc, en mouvement, les muscles, d'abord, on voit les articulations qui bougent. Alors, le jeu des articulations est faussé, attention, parce que là, on a peint sur la peau.
Or, la peau, elle bouge en surface des articulations et des muscles. Donc, on n'a pas une vraie représentation des angles articulaires. Surtout pour les régions hautes, c'est-à-dire surtout pour l'articulation scapulo-humérale et l'articulation du grasset. Le grasset, il y a une mobilité de peau de 8 à 10 cm. La peau, elle bouge en surface. Mais regardez, l'épaule, on la voit qui se fléchit, mais on voit surtout le coude. On va se concentrer sur le coude dans un instant. On va voir le coude qui se fléchit et qui s'étend parce qu'il y a moins de déplacement cutané au niveau du coude. Donc, voilà, pas vous. Regardez là, le coude, il fléchit, il étend. Il fléchit, il étend. Il fléchit, il étend. Vous voyez, on a représenté un ligament vert, c'est un ligament collatéral. Alors, qu'est-ce qui fléchit le coude ? C'est le biceps. Je vous ai dit qu'il était surtout tendineux, mais quand même un peu. Puis il y a un autre muscle, qui est le muscle brachial, qui contribue à ça. Donc la flexion du coude, là c'est le biceps, le triceps. Le biceps travaille, le triceps. Le biceps travaille, le triceps travaille. Le biceps, le triceps. Donc là, les muscles, ils interviennent de façon alternée dans la flexion et dans l'extension du coude. Quand le cheval ira plus vite, les deux phases de contraction vont partiellement superposer. Donc on voit bien ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos ? Il y a peu de mouvements de flexion-extension. Au pas, c'est surtout des mouvements de rotation et de latéroflexion. Donc quand on va regarder un cheval cliniquement au pas, si vous voulez, on ne va pas regarder comment il étend et comment il fléchit. Voilà, sur ma baguette, vous voyez, étend et fléchit. Ça, on va le voir au trot. Mais au pas, on va regarder comment le cheval s'incurve, c'est-à-dire la latéroflexion sur la longe. Vous voyez. Et puis, vous voyez, ces mouvements de rotation du bassin, ils sont très nets au pas. Et les mouvements de rotation du bassin, évidemment, ils sont associés des mouvements de rotation de la colonne vertébrale. Donc, au pas, ce qui est très, très intéressant au pas, c'est qu'on a une combinaison de mouvements de latéroflexion et de rotation. Et ça, c'est très bon pour l'échauffement d'un dorsalgique. Le pas est une très bonne allure d'échauffement pour un cheval qui aurait des douleurs dorsales. Très bonne allure, surtout quand l'encolure est basse. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, ça écarte les apophyses épineuses et ça allonge les muscles du dos. D'accord ? Donc ça, c'est le pas. Maintenant, si on regarde le membre postérieur, vous voyez, l'avancée du membre postérieur, l'avancée, iliopsoas, tenseur du fascia lata, l'avancée, iliopsoas, tenseur du fascia lata. D'accord ? Il faut suivre un peu. Et là c'est un pas lent. Quand c'est au trot, ça va plus vite. Maintenant, la propulsion. Fessier moyen, muscles fémoro-caudaux et crâniaux. Tout le monde travaille en propulsion. Regardez, le fessier moyen, il va étendre la hanche. Le fessier moyen, il étend la hanche. Le quadriceps et les muscles fémoro-caudaux étendent le grasset. Alors, qui est-ce qui étend le jarret ? Je vous ai dit, si le cheval étend le grasset, le jarret s'étend automatiquement. Parce qu'il y a des solidarisations. Donc, il suffit au cheval d'étendre le grasset pour que le jarret s'étende. Évidemment, on a un bel extenseur du grasset. L'extenseur du jarret, c'est le muscle gastrocnémien. Vous voyez ce muscle-là. Il est sympa parce qu'il pourrait me taper. Là, le muscle gastrocnémien. Il contribue, il ajoute, si vous voulez, une contribution à l'extension du jarret. Mais, donc, quand le cheval étend son grasset grâce à ces énormes muscles de la cuisse, il étend automatiquement son jarret. Parce que les muscles de la cuisse, ils sont énormes. Tenseur du fascia lata, quadriceps, glutéo-fémoral, semi-tendineux, gastrocnémien. Tout ça, c'est les agents de la propulsion du membre postérieur. En bas. En haut, c'est le fessier moyen. D'accord ? Bon, ce sera une question à la fin. Alors maintenant, au trot. On va regarder le cheval au trot. Au trot, c'est la même mécanique intrinsèque des membres. Sauf que ça va plus vite. Sauf que dans le trot, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un temps de suspension qu'il n'y a pas au pas. Il y a un temps de suspension. Donc le cheval, évidemment, pour élever son corps, il va activer un petit peu plus les muscles propulseurs pour élever son corps. Et quand le corps retombe, c'est là que la contraction excentrique des muscles intervienne. Vous savez ce que c'est qu'une contraction excentrique ? C'est quand un muscle se contracte alors que l'articulation se fléchit.
Le muscle se contracte alors que l'articulation se fléchit. Et là, on a deux beaux exemples. C'est le supraépineux et le quadriceps fémoral. Vous voyez, le supraépineux, dès que le cheval pose le pied au sol, donc dès que la battue commence, l'articulation de l'épaule a tendance à se fléchir. Ah oui, parce que le cheval, il fait 555 kilos, il va tirer l'articulation de l'épaule vers le bas. Donc le supraépineux, il va essayer d'amortir cette chute du corps vers le bas. Et c'est une contraction excentrique. Voilà, là, contraction excentrique du supraépineux. C'est-à-dire que le supraépineux, il s'allonge pour réduire la flexion scapulo-humérale pour éviter le collapsus. Même chose pour le quadriceps fémoral. Le quadriceps fémoral, il va faire la même chose. Quand le cheval fait sa battue, à la fin de la phase de suspension, là, le quadriceps, il évite la flexion du gracet, parce que sinon, le cheval tombe par terre. Il évite la flexion du gracet, et le glutéo-fémoral, il évite l'accrochement de la rotule. Le glutéo-fémoral, ici, là, qui se termine sur la rotule. Bon, maintenant, comme le trot est une allure sautée, les viscères abdominaux sur ce cheval qui pèse 150 à 200 kilos, ils montent et ils descendent. Ils montent, ils descendent. Vous voyez ce qui se passe au niveau du dos? Regardez bien le dos. Concentrez-vous sur le dos. Concentrez-vous sur le dos. Vous voyez le ligament supraépineux, là? Vous voyez ce qu'il fait le dos? Il fait comme ça. C'est-à-dire que le dos, il va descendre dans la phase d'appui, il va se fléchir dans la phase de soutien, il va s'étendre dans la phase d'appui, il fléchit dans la phase de soutien. Ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est qu'au trot, les mouvements de la colonne vertébrale sont passifs et ils sont induits par l'inertie de la masse des viscères abdominaux. Ça, c'est capital. C'est capital. Au trot, les mouvements sont passifs. Et donc, si les mouvements sont passifs, tout l'objectif de la musculature axiale, c'est de limiter ces mouvements. C'est-à-dire que le droit de l'abdomen, les muscles abdominaux, vous voyez, le droit de l'abdomen, là, il va, en jaune, là, il va se contracter pendant la phase d'extension. Incroyable. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que c'était un muscle fléchisseur. Ben oui, mais c'est pas pareil de voir l'action d'un muscle à l'arrêt et l'action d'un muscle en mouvement. Donc le droit de l'abdomen, celui qui est jaune, là, au niveau de l'abdomen du cheval, vous voyez, le droit de l'abdomen ici, là, le jaune. Eh bien, lui, il se contracte pendant la phase d'extension. Il se contracte lors de l'appui. On a fait des études électromyographiques là-dessus. Il se contracte dans la phase d'appui. Et l'érector spinae, je vous ai dit que c'était un redresseur de la colonne vertébrale, donc un extenseur, c'est l'inverse. Il va se contracter pendant la phase de soutien, quand la colonne vertébrale se fléchit. Vous comprenez ça? Alors, au galop, la mécanique intrinsèque de chaque membre est la même. Au pas, au trot, au galop, il n'y a que la vitesse qui diffère, et puis il y a aussi l'amplitude des mouvements de flexion et d'extension. Mais la mécanique intrinsèque des membres, de chaque membre isolément, est la même. C'est-à-dire que le supraépineux va toujours se contracter pour limiter la flexion de l'épaule, le quadriceps fémoral se contracter en contraction excentrique pour limiter la flexion du gracet, etc. La synergie des muscles fémoro-crâniaux, fémoro-caudaux pour étendre le gracet est la même qu'au pas et qu'au trot. La différence, c'est la vitesse et l'amplitude du mouvement. Voilà. Le galop est par ailleurs une allure sautée, mais la grosse différence entre le trot et le galop, c'est qu'au galop, le droit de l'abdomen, vous voyez le jaune là, le muscle de l'abdomen, le droit de l'abdomen, le muscle jaune là, au galop, c'est lui qui va fléchir l'articulation lombosacrale. Donc c'est un rôle actif, c'est plus un rôle passif pour limiter l'inertie des viscères abdominaux, c'est un rôle actif pour engager les postérieurs. Donc un cheval qui a un rôle actif, un muscle qui a un rôle actif, c'est plus facile à contrôler par le cheval. Ça veut dire que le galop est une allure plus facilement contrôlable. Le cheval contrôle mieux ses contraintes, si vous voulez, au galop qu'au trot, parce que c'est un mouvement actif. Et là, le droit de l'abdomen, vous voyez, avec l'iliopsoas, ils sont responsables de l'engagement des postérieurs. Engagement, vous voyez, le postérieur, l'iliopsoas en orange et le droit de l'abdomen en jaune. Vous suivez d'accord, Donc l'iliopsoas, c'est le droit de l'abdomen.
voyez, ils vont fléchir. Voilà. Mais après, l'extension, c'est la même qu'au pas, c'est-à-dire c'est le fessier moyen et les muscles fémoro-caudaux. Vous voyez bien ça, d'accord? Est-ce que vous avez la sensation ici que le cheval charge le plus son postérieur droit? Hop, il charge, il charge, il charge, il charge, il charge le postérieur droit. Hop, il y a une belle souplesse dorsale. Vous voyez l'effet de l'échauffement là? Je trouve que la flexibilité dorsale est meilleure que tout à l'heure. Est-ce que vous avez le même sentiment? Il a une très belle flexibilité dorsale. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est l'effet de l'échauffement, soit c'est un cheval qui est plus à l'aise à main gauche. Vous voyez, mais il a une très belle flexibilité dorsale. Vous voyez, la mobilité des vertèbres, même si le nombre des vertèbres est insuffisant, bien sûr, mais la flexibilité des vertèbres, très belle flexibilité. Barre au sol au pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va augmenter au pas? Au pas, on va augmenter la flexion articulaire au cours de la phase de soutien. Vous comprenez? C'est clair et net. On va augmenter la flexion articulaire au cours de la phase de soutien. Si on fait la même chose au trot, complètement différent. Là, on va augmenter l'élévation du tronc, et donc on va augmenter les charges à l'appui. Vous comprenez? C'est très intéressant. L'effet des barres au sol au pas et l'effet des barres au sol au trot. On regarde le jeu des mouvements articulaires. Et on va peut-être se concentrer, c'est évident pour le boulet et pour le carpe, donc on va peut-être se concentrer sur le coude. Vous voyez, là, le coude, vous voyez sa flexion, et là, hop, hop, flexion du coude, flexion du coude, flexion du coude. Ah, très bien. On a bien vu, vous avez bien vu? Bon, on regarde les postérieurs. Attention, regardez bien les postérieurs. Qu'est-ce qui se passe sur les postérieurs? Il va fléchir. Il fléchit le grasset-jarret. Vous voyez, la flexion du grasset et du jarret augmente par rapport à la locomotion au sol. Belle flexibilité dorsale. Vous voyez ça, les mouvements d'oscillation du dos. Joli, Joli, donc augmentation des flexions lors du soutien, augmentation bien sûr des mécanismes d'amortissement lors de l'appui, augmentation des mécanismes. Donc très bon exercice pour augmenter le jeu des articulations, très bon exercice. Notamment, alors attention, bon exercice à la fin d'un échauffement pour dorsalgique. Parce que la dorsalgique, il ne faut pas commencer par ça. Parce que vous voyez, sa mobilité dorsale, elle est accrue. Il y a plus de sollicitation dorsale parce qu'il y a plus, ça augmente l'élévation du tronc. Donc le mécanisme passif, c'est bien, parfait pour moi, ça me suffit. Il décompose bien la battue, hop, et la propulsion. Il décompose bien la battue et la propulsion. Alors évidemment, à l'obstacle, l'obstacle, c'est la foulée de l'obstacle, c'est-à-dire de la battue jusqu'à la réception. En gros, c'est comme une foulée de galop, mais exagérée dans les mouvements de flexion, dans les mouvements de flexion et dans les mouvements, bien sûr, à la réception. Alors, reculez. Vous avez vu le brachiocéphalique? On va faire les choses simples. Le brachiocéphalique, qu'est-ce que c'est que son travail? On a vu que son travail, c'était l'avancée du membre thoracique lors de la phase de soutien, c'est-à-dire quand le membre ne touche pas le sol. Le travail du brachiocéphalique, si je prends le membre antérieur, voir, quand le membre est dans cette attitude-là, dans la phase de soutien, le brachiocéphalique, il avance le membre. Donc il va déplacer 10 à 15 kilos quand le cheval se déplace. Si on fait reculer le cheval, le point fixe maintenant c'est le pied. Et le cheval maintenant, allez-y voir, pour reculer, il va devoir contracter son brachiocéphalique, voilà, en tirant le radius vers l'avant. Dans la locomotion normale, le brachiocéphalique qui s'insère sur l'os occipital là-haut. Dans la locomotion normale, le brachiocéphalique qui tire le membre vers l'avant. Dans le reculé, le brachiocéphalique il tire le tronc du cheval vers l'arrière. Vous comprenez? Donc là, maintenant, le point fixe est ici.
et il tire le tronc du cheval vers l'arrière. C'est l'intérêt du reculé, c'est-à-dire changer complètement le schéma corporel, si vous voulez, du cheval, c'est-à-dire la coordination musculaire. Les muscles travaillent, et c'est en inversion de point fixe. C'est la même chose pour le psoas. Le psoas, c'est quoi son travail? Dans la locomotion normale, c'est de tirer le membre vers l'avant. Je vous ai dit, les fléchisseurs de la coxo-fémorale, les fléchisseurs de la lombosacrale. Tirer le membre vers l'avant. Dans le reculé, le point fixe, il est ici, et l'iliopsoas, il va tirer le corps du cheval vers l'arrière. Donc, au lieu de déplacer 20 kg, là, il va déplacer 550 kg. Vous comprenez? Un mouvement lent. Alors, la différence, c'est que quand il tire le membre vers l'avant, évidemment, ça se fait très rapidement. Donc, la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de déplacement, c'est quelque chose d'important. C'est plus dur de déplacer 15 kg à vitesse rapide que 15 kg à vitesse lente. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Mais néanmoins, l'intérêt du reculé, c'est d'augmenter la charge sur ces muscles-là à des vitesses lentes. Et ça permet évidemment le développement d'une part de la force musculaire, d'autre part d'améliorer la coordination des groupes musculaires. Parce qu'on met le cheval dans une situation inhabituelle où il faut qu'il trouve une solution pour coordonner différemment ses muscles. Alors si on recule maintenant, on va voir l'iliopsoas là, qui va tirer le membre vers l'avant. En fait, comme le point fixe il est là, ce qu'il fait, c'est tirer le cheval vers l'arrière. Allez, mon ami. Il va, allez, et hop, on tire le cheval vers l'arrière. Quand il se contracte, le point fixe est au pied, donc le point fixe remonte ici. Et en fait, le mouvement de reculer, c'est tirer l'iliopsoas vers l'arrière. Donc, on inverse les points fixes, on inverse le rôle des muscles, on leur donne plus de travail en matière de force, mais évidemment à une vitesse inférieure.